Le voyage de Matan Obula. Les grandes villes africaines fourmillent d'animations une fois la nuit tombée. Des noctambules investissent les maquis, les circuits ou les gargotes. Ces lieux où l'on mange, l'on boit et on danse. La musique retentit dans les rues et se mêle au concert des klaxons. La bière coule à flot. Les gens discutent et se détendent après une chaude journée passée à vaquer à leurs occupations. On consomme du poisson braisé, des brochettes de viande, des bananes plantains frites, des bières locales, etc. La drague, les flirts ou la discussion entre amis sont les mots d'ordre de ces épicuriens qui profitent de la chaude nuit africaine. Nous sommes dans la grande ville de Kunyamama qui compte près d'1 million d'habitants. Autant de destins qui se croisent et se télescopent la nuit, parfois avec douceur et parfois avec surprise ou violence. À Kunyamama, au carrefour des Trois Manguiers, un personnage observe cette effervescence nocturne afin d'en tirer profit. Il s'agit de Matan Obula, un bandit renommé dans le quartier. Matan Obula a grandi dans un petit village à 120 km de la grande ville. Orphelin de père et de mère dès l'âge de 10 ans, il s'engage dans l'exode rural en espérant fuir un sort misérable dû à sa condition. Aujourd'hui, le jeune homme qui a 25 ans a fait son petit bonhomme de chemin, dans la rue bien sûr. Il a passé sa vie à se bagarrer et à détrousser de paisibles citoyens. Ce gaillard d'environ 1,85 m, tout en muscles, est bien connu des services de police et de la prison locale. Son visage garde d'ailleurs sur le côté gauche une large cicatrice dite du sourire, qui part de sa bouche à son oreille. Ces sévices lui avaient été infligés vers l'âge de 12 ans, un jour qu'il avait été surpris à voler de la nourriture dans un marché. Matan Obula en a gardé le surnom du balafré et une haine profonde du genre humain. Devenu maître dans le maniement du couteau et des gris-gris, il a été voir un marabout afin de le blinder. Plus jamais un couteau ne le transpercerait. Ses biceps de lutteur sont d'ailleurs entourés de fétiches qu'il exhibe à ses acolytes, buveurs de bière et petits voyous. L'homme est craint dans le quartier et la rumeur circule que le balafré est insensible au couteau et même aux balles. Ce soir, au carrefour des Trois Manguiers, Matan Obula observe l'effervescence de la rue, attablé dans un maquis, une bière fraîche à la main. Son esprit de voyou est en train de jauger les noctambules afin de choisir sa prochaine victime. Les chauffeurs du riche PDG viennent avec leurs grosses cylindrées racoler des prostituées ou acheter à manger. Le balafré repère une berline noire aux vitres teintées qu'il n'a jamais vue dans le quartier. La plaque minéralogique verte indique l'appartenance à un corps diplomatique. Mais l'homme, sachant à peine déchiffrer son nom, n'est pas du genre à s'encombrer de ces détails. Le bolide se gare et un homme en tenue de chauffeur en descend. Ce dernier racole une prostituée avec qui il se met à table autour d'une bière. Matan Obula observe le chauffeur qui négocie fermement le prix d'une passe. L'affaire conclue, l'homme et la femme montent dans le véhicule qui va se garer un peu plus loin, dans une impasse. Le balafré, silencieux tel un chat et caché par la pénombre, suit la voiture. Une fois à l'arrêt, les mouvements du véhicule ne laissent planer aucun doute sur la scène qui se déroule à l'intérieur. Armé d'un poing américain, le renégat brise alors une vitre arrière de la voiture. Des éclats de verre volent dans l'habitacle. La prostituée hurle de surprise et de peur. Matan Obula la saisit d'un bras à travers la fenêtre explosée et l'extrait du véhicule. La femme, reconnaissant le gus, détale à moitié nue sans mot dire. Le chauffeur appelle au secours, mais en vain, car l'impasse est déserte. L'homme est également extrait par la fenêtre et plaqué contre la voiture. Ne me faites pas de mal, je vous payerai. Je ne suis pas le chauffeur. Je suis le consul du Damerga. Pitié. J'ai voulu connaître le frisson en venant me divertir dans ce quartier. Ah, tu es le consul du Damerga et tu viens te divertir incognito au carrefour des Trois Manguiers. Eh bien, on va s'amuser, monsieur le consul.
Donne-moi les clés et installe-toi. Je vais te faire la visite guidée. Si tu tentes quoi que ce soit, je te ferai mon sourire le plus beau. » Le balafré ricane et pointe du doigt sa cicatrice. Il s'installe ensuite au volant de la berline avec sa victime à côté de lui. Il se dirige vers un distributeur de billets de banque du centre-ville et se fait remettre 2 millions de francs par le consul. Matan Ouboula file ensuite vers une destination inconnue vers le sud. Après avoir roulé près d'1 heure, il s'arrête sur le bas-côté d'une route forestière et demande à sa victime de descendre. L'atmosphère du lieu n'augure rien de bon pour le consul, car la menace que représente le balafré pour sa vie est aussi grande que celle d'être abandonné dans un lieu aussi inhospitalier, dans lequel on peut entendre des cris et des grognements lugubres d'animaux sauvages. « Je vais te laisser la vie sauve, monsieur le consul, mais avec un petit souvenir du carrefour des Trois Manguiers. Tu n'as pas beaucoup rigolé depuis notre rencontre. Je veux que tu souris. C'est si beau un homme qui sourit, n'est-ce pas? Comme c'est facile pour toi, le riche, de profiter de la misère de ces femmes qui se prostituent pour nourrir leur famille. Après ta besogne, tu retournes tranquillement dans tes salons feutrés et climatisés, manger du caviar et boire du champagne avec ta femme ou tes maîtresses. Tu vas encore payer, mais cette fois de ta personne. » Le ravisseur force le consul à se mettre à genoux. Ce dernier supplie d'être épargné, pleure et récite toutes les prières qu'il connaît. Tandis qu'il se lamente, le balafré, le maître des couteaux, lui pose une lame froide sur la commissure des lèvres. Le cri d'horreur du consul déchire soudain la nuit calme. Pendant un instant, même les animaux sauvages et les oiseaux nocturnes se sont tus, interloqués par l'écho de douleur sorti de la gorge de l'homme. Le consul vient de subir une balafre au couteau qui va de sa joue gauche à son oreille. Matan Ouboula lui a juste cisaillé le coin de la bouche, mais l'homme en criant a fait glisser la lame jusqu'à son oreille. Il perd du sang et se tient la joue à 2 mains. Matan Ouboula repousse l'homme de son pied et ce dernier s'affale sur le sol, inconscient. Le véhicule démarre dans une ambiance étonnamment silencieuse et les phares percent la nuit d'encre de cette lugubre route forestière. Matan Ouboula met la musique à fond, se roule un joint de cannabis et retourne vers les bas-fonds de la ville. Il a encaissé 2 millions de francs en une soirée grâce au consul. Le balafré, qui semble toujours sourire, fait déjà des plans sur la comète avec son magot. Au petit matin, un car de transport de la Kunyamama Company traverse la route forestière au point kilométrique 65. L'autobus bondé se dirige vers la capitale. C'est alors que le chauffeur voit une forme titubante qu'il manque d'écraser sur la route. Le car de transport s'arrête et les passagers constatent qu'il s'agit d'un homme en haillons trempé de sang et qui porte une sorte de bandage sur le visage. Le consul vient d'être secouru. Il a survécu à la nuit passée en forêt, en déchirant sa chemise pour se faire un pansement sur la joue. Très affaibli, il se laisse transporter d'urgence à l'hôpital central de Kunyamama. Cela fait 3 jours que Matan Ouboula savoure son butin. Il dépense sans compter. Il fait la tournée des maquis et offre à boire à des anciens co-détenus et d'autres racailles du carrefour des Trois Manguiers. Ici, les uns et les autres ne se posent pas de questions sur la provenance de l'argent d'autrui. Tant qu'ils ont à boire, à manger, des femmes et de la drogue, ils sont aux anges. Le balafré, entouré de 2 prostituées, mange son poulet braisé et écoute la musique, dont le volume est toujours trop fort dans les maquis. Soudain, le son de la radio s'arrête net. Flash spécial. Nous venons d'apprendre la mort tragique de son Excellence James Modafoka, survenu tôt ce matin dans une clinique de la ville. Le consul avait été retrouvé il y a 3 jours gravement blessé sur la route forestière au kilomètre 65. C'est la première fois qu'une haute personnalité du Damerga est assassinée à l'étranger, et cela arrive chez nous.
Une division spéciale du BFI, le Bureau fédéral d'investigation, viendra enquêter sur notre territoire. Ce crime vient jeter un froid dans les relations diplomatiques avec un pays puissant et ami. La police va émettre dans les heures qui suivent un portrait robot du suspect décrit par le consul James Modafoka sur son lit de mort. Merci pour ce flash spécial, Alain. Nous repartons en musique. Matan Oboula et les personnes à sa table ont bien entendu l'annonce. Les commentaires débutent sur l'affaire et l'excitation générale gagne la tablée. Seul le balafré garde le silence. Il termine sa bière et son poulet braisé, laisse une liasse de billets sur la table et se lève. Il remballe sèchement les deux femmes qui veulent le suivre et commence à déambuler dans les rues. L'inquiétude le gagne. Ainsi, l'homme qui l'a agressé était bel et bien une personnalité importante. Dans ce cas, il est dans la merde. Si les policiers de Kunyamama sont des bons à rien facilement corruptibles, il en sera tout autrement de ces agents fédéraux du Damerga qui viendront enquêter. Il a bien incendié le véhicule dans une forêt, mais qui sait? Peut-être a-t-il été vu l'autre soir en train d'emmener le consul. Et la prostituée? Il aurait dû l'éliminer, ou au moins l'assommer. A-t-elle vu son visage? Peu de chance, car il faisait nuit. Toutes ces interrogations trottent dans l'esprit du balafré lorsqu'il entend une voix l'interpeller. « Missier, il reste une place pour le taxi brousse pour Obulanga. » Justement, Obulanga, c'est son village natal. Dans sa rêverie, ses pas l'ont conduit à la gare routière. Il s'engouffre dans la Peugeot 504 Break de cette place qui compte déjà 11 personnes à bord. Une tentille lui donne à tenir 2 poules ligotées par les pattes car elles manquent d'espace. Les gallinacés seront ses compagnons de voyage. Le véhicule qui croule sous le poids des marchandises et des voyageurs démarre lentement en direction du village d'Obulanga. Le balafré s'échappe de la grande ville pour se mettre au vert. Cela fait 15 ans qu'il n'a pas remis les pieds dans son village natal. Trop de mauvais souvenirs se rappellent à lui. En observant le paysage défiler par la fenêtre, il pense à son père, alcoolique et violent, envers la famille. L'homme était mort dans son sommeil, étouffé par son vomi, après une nuit d'alcool et d'excès. Mais ça, c'était la version officielle. Matan se rappelle bien de cette nuit-là, où son père avait battu sa mère et ensuite abusé d'elle. Il avait 7 ans et sanglotait sur sa natte en entendant la dispute. Une fois le calme revenu, il avait été voir sa mère dans sa chambre. Il l'avait alors trouvé chevauchant le corps inerte de son mari avec ses 2 mains serrant sa gorge. Sa mère en sanglots l'avait regardé et lui, qui fixait les yeux de son père exorbité, comprit que plus jamais cet homme ne leur ferait de mal. L'enfant n'avait jamais parlé de cette nuit tragique à quiconque. De toute façon, dans la communauté, chacun s'occupait de ses problèmes et l'on s'en foutait royalement de la vie de son père, cet ivrogne violent. Une fois sa mère devenue veuve, elle était malheureusement tombée dans la prostitution pour subvenir à leurs besoins. Obulanga, étant situé à un carrefour routier important, sa mère se donnait aux camionneurs de passage pour quelques billets de banque ou des bouteilles d'alcool. Sa santé déclina rapidement par ce mode de vie. Elle avait échappé à un homme violent et alcoolique, mais les routiers n'étaient pas tendres non plus envers elle. Plusieurs fois, elle était revenue de ses passes recouvertes d'échymoses, et tout cela, Matan le voyait. Un jour, n'y tenant plus, sa mère était allée se jeter dans un puits abandonné, rendant son fils de 10 ans, orphelin de père et de mère. C'est à ce moment-là que quelque chose bascula en lui. Seul au monde, il ne pouvait désormais que compter sur lui-même. Afin de gagner sa vie, il se mit alors à vendre des fruits et des petits oiseaux qu'il capturait. Il avait déjà vu des garçons de son âge descendre discrètement des camions pendant la nuit. Ces derniers arboraient les jours suivants de nouveaux vêtements et se gavaient de friandises qu'ils n'avaient pourtant pas les moyens de s'acheter.
Matan Oboula avait une revanche à tirer face à ces camionneurs, qui étaient pour lui la cause du décès de sa mère. De plus, l'intérieur de ces énormes machines l'intriguait. Que s'y passait-il donc de si terrible et de si magique à la fois? Certaines personnes, comme sa défunte mère, en sortaient avec des bleus, et d'autres, comme les enfants de son âge, y trouvaient des vêtements et des friandises. Un soir, il alla rôder près des camions, plus par curiosité que par appât du gain. Un homme l'appela en sifflotant pour l'inviter dans sa cabine. Matan Oboula monta les marches, et lorsqu'il les redescendit 15 minutes plus tard, son t-shirt et ses mains étaient recouverts de sang. Son enfance venait de s'envoler, ainsi que la vie d'un homme. Le balafré fut tiré de sa rêverie par la tantie qui lui demandait ses poules. La 504 venait de faire un arrêt et la femme devait descendre. Il lui passa les poules, qui lui avaient évidemment chié dessus. Fichu bestiole, et dire qu'il ne les mangerait même pas pour se venger. Oboulanga rappelait au jeune homme beaucoup de mauvais souvenirs d'enfance, qu'il avait finalement mené à fuir le village. La police avait enquêté suite au meurtre du camionneur, mais aucun villageois n'avait parlé et l'affaire était tombée dans l'oubli. La prostitution et la pédophilie à Oboulanga étaient un sujet tabou que les autorités locales ne voulaient pas évoquer. L'enfant de 10 ans, meurtrier anonyme, avait dû fuir ce trou à rats par peur de quelconque représailles. 15 ans plus tard, il fuyait maintenant la ville, encore pour des raisons de meurtre. Qu'allait-il trouver au village? Pas grand-chose, sinon un refuge pour se mettre au vert. Il avait quand même assassiné un consul du Damerga, et la traque du coupable serait impitoyable. C'est alors que le souvenir d'un vieil homme se rappela à lui. Sango Lemba était un ermite qui habitait en dehors du village. C'était le seul qu'il avait soutenu lors du décès de sa mère et qui lui avait donné un billet de 1000 francs pour partir dans la grande ville de Kunyamama. Sango Lemba avait lu dans l'esprit de l'enfant de 10 ans et avait su qu'il était le coupable du meurtre du camionneur. Ce vieillard était un peu le gardien de la moralité dans ce trou à rats d'Oboulanga. La plupart des hommes étaient alcooliques et violents, les femmes prostituées et les enfants mendiants ou esclaves sexuels. Matan Oboula descendit du taxi-brousse et se dirigea vers une colline surplombant le village. Il se rappelait bien du chemin de la case du vieux Sango. Il espérait surtout que l'homme serait toujours en vie. Arrivé devant la case, on eût dit que le temps s'était figé depuis 15 ans. Les calebasses et les bancs étaient situés aux mêmes endroits que dans son souvenir. Toutefois, le lieu semblait habité, car une poule picorait des vers un peu plus loin. « Entre, Matan, tu es toujours le bienvenu chez moi », dit soudain une voix à l'intérieur de la case. Le balafré fut surpris d'avoir été reconnu avant même de pénétrer dans la case. Il entra et fit les salutations d'usage selon la coutume. Sango Lemba était assis sur un petit banc et fixait le vide. « Matan, tu es revenu. Mais je ne vois plus avec mes yeux, plutôt avec mon cœur. Viens t'asseoir près de moi et donne-moi la main. » Matan s'exécuta et tint la main du vieillard. « Je vois, Matan, je vois ce qui t'arrive. Tu t'es bien égaré, mon fils, depuis toutes ces années. Sango Lemba, je suis dans la merde. J'ai agressé un étranger important à Kunyamama et maintenant il est mort. Je suis recherché. Aidez-moi à fuir ou à me cacher, je vous en prie. » « Tu portes les fétiches du couteau et des balles. De quoi as-tu peur, mon fils? » Sango Lemba, j'ai confiance en ces fétiches, mais les agents qui me recherchent viennent de l'étranger. Et j'ai entendu dire que si on ne croit pas en la force des fétiches, ça ne marche pas. S'ils me tirent dessus, je peux mourir. Et puis ils pourront me torturer pour me faire payer mon crime. Je ne voulais pas le tuer, ce consul. Je n'ai jamais été un tueur. Vous êtes la seule personne capable de m'aider et en qui j'ai toute confiance, Sango Lemba. Bon, écoute-moi mon petit.
Je connais un moyen de te cacher, mais il faudra d'abord te purifier. Tu iras cette nuit te laver dans la rivière avec ce savon rouge. Ensuite, je te ferai prendre l'avion de nuit qui te mènera dans un pays étranger. Maintenant, prends le savon et reviens me voir ce soir quand tu seras propre. Matan Obula suit les conseils du vieil homme et revient le soir purifié. Il entre dans la case de l'homme qui le fait asseoir sur un petit banc. Le vieillard lui attache une cordelette à la taille et lui donne un sac à dos. Il lui frotte alors le front et la nuque avec une poudre blanche. « Mon fils, maintenant tu es prêt à prendre l'avion de nuit. Je t'ai donné une ceinture de sécurité pour les secousses, ainsi qu'un sac avec un parachute. Ce n'est pas un vrai parachute, mais juste un sac en plastique. Mais dans l'avion de nuit, ces deux éléments sont très importants. Comme c'est ton premier voyage, je vais piloter avec toi. N'aie pas peur de ce que tu verras. Maintenant, où veux-tu aller? Sangolemba. J'ai toujours voulu aller au pays du Damerga. J'ai entendu dire que là-bas, on jette l'argent par les fenêtres. Il me suffira de le ramasser. Fini pour moi la galère de Kunyamama. Sangolemba et Matan Obula sont assis sur des petits bancs dans la case. En position de pilote, ils sont prêts à décoller. Ils ont attaché chacun à leurs pieds un coq rouge et ont dans les mains une petite branche de baobab. Une bougie allumée leur servira de phare d'avion. Les deux hommes sont prêts à partir en voyage de nuit. Matan Obula ferme les yeux et quelques secondes plus tard, quand il les rouvre, il est effectivement dans les airs et survole un paysage comme dans un rêve. À ses côtés, Sangolemba, qui pilote l'avion de nuit, tient fermement sa branche et lui sourit. « Est-ce que je rêve ?» demande alors le balafré. « Non mon petit, on vole bel et bien. Tu vois les lumières là-bas? Ce sont celles de la ville de Kunyamama. Quand on les aura dépassées, on pourra accélérer pour filer vers le pays du Damerga. Vieux Sango, je souhaite jeter un dernier regard sur mon quartier, au carrefour des Trois Manguiers. Cela est-il possible? Cela est possible, Matan, mais il ne faudra pas descendre trop bas et faire vite, car on ne sait jamais. Dans un quartier périphérique de la capitale, une vendeuse de beignets observe dans le ciel deux étoiles filantes à basse altitude. Le phénomène est assez particulier pour être également vu par d'autres badauds. Une fois la lueur disparue à l'horizon, les uns et les autres vaquent à leurs occupations noctambules. L'hôpital général de Kunyamama abrite la morgue centrale qui est située à proximité du carrefour des Trois Manguiers. Dans une chambre froide, la dépouille mortuaire du consul James Modafoka attend d'être évacuée vers son pays. Un vigile de l'hôpital promène sa torche dans la cour lorsqu'il voit soudain une boule de lumière bleue tomber avec fracas sur le toit de la morgue. Le bruit assourdissant d'un crash alerte aussitôt des riverains qui accourent vers la morgue. En effet, un crash vient de se produire. C'est celui de l'avion de nuit de Matan Obula. Ou plutôt, c'est le balafré qui a été éjecté de son avion par une force mystérieuse. Le vieux Sango, quant à lui, n'a pas été impacté et est resté dans les airs. Le vigile et les riverains voient alors sur le toit de la morgue une forme humaine qui est fortement déboussolée. L'homme porte un sac à dos et crie vers une étoile filante bleue qui s'éloigne à l'horizon. Que s'est-il passé pour Matan Obula? Pourquoi a-t-il été éjecté de son avion de nuit? Et de surcroît, sur le toit de la morgue où repose sa victime James Modafoka. Coïncidence, me diriez-vous? Oh que non. Les agents du Bureau fédéral d'investigation du Damerga, très avancés en technologie, ont retrouvé de l'ADN suspect dans la voiture brûlée du consul.
Ils l'ont synthétisé en aérosol et vaporisé autour de la morgue et dans certains endroits stratégiques du quartier du Carrefour des Trois-Manguiers. Comme le dit l'adage, le coupable revient toujours sur les lieux de son crime. En descendant à basse altitude de son avion de nuit mystique pour dire adieu à son quartier, Matan Obula a déclenché les capteurs d'ADN disposés autour de la morgue de l'hôpital central de Kunyamama. Son corps astral s'est alors fortement densifié et il a malheureusement chuté sur le toit. La technologie du Damerga est vraiment impressionnante et ses secrets sont jalousement gardés. Le vigile éclaire l'individu sur le toit qui se cache le visage. La foule grossit et invective l'homme, toujours déboussolé. Il est hué et des personnes se mettent à lui lancer toutes sortes de petits objets et de bâtons. C'est alors qu'un véhicule blindé des agents du BFI du Damerga arrive toute sirène hurlante. Les agents en costume descendent et pointent leurs pistolets semi-automatiques sur l'homme et lui demandent de mettre les mains en l'air. Matan Obula sait qu'il est fichu. S'il se fait prendre, c'est la fin. Il sera torturé et subira une mort atroce dans les mains de ces fous de la gâchette. Il se découvre alors le visage et la foule peut reconnaître le balafré. Une excitation générale s'empare des uns et des autres qui commencent à applaudir le balafré et à s'exciter de plus en plus. Après tout, ici c'est bien son quartier et il a arrosé de bière la plupart de ses badauds. Les agents sont pris de panique au vu de l'agitation et de la peur que le fugitif leur échappe. Ils ouvrent le feu sur Matan Obula. Les détonations fulgurantes effraient la foule, dont une partie s'enfuit. Mais après la salve de coups de feu, sur le toit de la morgue, un homme, toujours debout, tient tête aux agents. Matan Obula, tel un super-héros, les poings serrés, a le corps fumant d'impact de balles, mais aucune égratignure ni trace de sang. C'est incroyable. Les fétiches ont marché. Les agents incrédules vérifient leurs armes, tandis que la foule ébahie par ce spectacle revient en force devant la morgue et scande de plus en plus « Balafré, balafré ». Les agents ouvrent alors une mallette qui semble contenir une arme ultra secrète. Matan Obula les regarde de haut et est de nouveau prêt à encaisser les coups. Il n'a pas encore réfléchi à une façon de se sortir de ce pétrin. Soudain, un violent éclair zigzague dans le ciel, juste au-dessus du balafré. Un coup de tonnerre assourdissant retentit. En une fraction de seconde, l'homme sur le toit de la morgue a disparu. Les badauds aperçoivent alors deux petites étoiles filantes qui partent vers l'ouest. La foule frappée de stupeur se disperse rapidement cette fois-ci, gagnée par la peur. Les agents fédéraux, déboussolés, remballent leurs mallettes inutilisées et remontent bredouille dans leur véhicule. Sango Lemba est revenu chercher Matan Obula. C'est bien la première fois qu'un de ses copilotes se fait éjecter de son avion de nuit. Le vieil homme, ayant constaté l'éjection brutale de son passager, était allé faire un petit tour dans sa case pour prendre sa carabine de nuit. Il avait tiré ensuite autour de Matan pour créer une diversion, le temps que ce dernier remonte dans l'avion de nuit mystique et échappe à ses poursuivants. L'étoile filante double a traversé la ville et filé vers une destination inconnue. Le balafré a formellement été identifié par la foule et les agents du BFI. Plus question désormais de revenir à Kunyamama ou même d'aller au Damerga. Il sera sûrement traqué par les deux pays en tant que terroriste. Les deux pilotes de l'avion de nuit volent maintenant vers un nouveau destin. Sango Lemba, trop âgé, restera peut-être quelque temps avec Matan Obula. Peut-être reviendra-t-il finir ses jours dans le village d'Obulanga à faire le pilote de nuit. Mystère, mystère, qui vivra verra, comme le dit l'adage. Depuis l'incident de la morgue au pays de Kunyamama, les habitants regardent maintenant les étoiles filantes d'un autre œil, empreint de mystère, de respect et aussi de crainte.
Matan Ouboula n'a plus jamais été aperçu dans le pays. Le balafré est devenu le héros de toute une génération désabusée par la pauvreté et l'inaction de l'État corrompu de la République de Kunyamama. Des avis de recherche avec récompense ont été affichés dans toutes les villes. Parfois, elles sont recouvertes d'un slogan « Matan président ». D'ici que cela arrive, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts, mais qui sait ce que réserve l'avenir d'une nation ?